Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble comment on va pouvoir tester notre code écrit avec React. Donc sachant que dans le cadre de React, on va avoir deux problèmes principaux. Le premier, c'est la capacité de tester les hooks, étant donné que ce sont des fonctions qui ne peuvent être utilisées que dans le contexte d'un composant. Le second problème que l'on va avoir, c'est comment tester nos composants, étant donné que souvent ils font appel à des interactions utilisateurs qu'il va falloir simuler. Alors pour nous aider un peu dans cette tâche, on va pouvoir utiliser la librairie Testing Library qui va nous offrir des petits helpers qui nous permettront à la fois d'exécuter le code de nos composants, mais aussi de pouvoir utiliser les hooks en dehors des composants. Pour cet exemple-là, moi j'ai un projet qui utilise Vite, donc on va utiliser Vitest pour exécuter les tests, mais il faut savoir que ça va fonctionner quel que soit l'outil que vous utilisez. Vous pouvez utiliser Jest, vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre, ça fonctionnera. Donc la première étape, ça va être d'installer les différentes dépendances. Moi dans mon cas, je vais installer en dépendance de développement Vitest. Ensuite, on va installer JSDOM. JSDOM va être nécessaire parce que quand on va vouloir tester un composant, il va falloir simuler par exemple des événements navigateurs et JSDOM nous permet d'utiliser le DOM directement dans Node.js. Ça va permettre d'exécuter les tests sans forcément avoir besoin de faire appel à un navigateur. Et enfin, on va utiliser Testing Library /React pour pouvoir avoir les petits helpers liés à React. Une fois installé, on va modifier notre package.json pour ajouter le script de test. Donc en plus des scripts de base, je vais rajouter test et ici je vais lui préciser que j'ai envie de faire vitest. Ensuite, au niveau de mon terminal, je peux faire la commande npm run test et pour l'instant il va me dire qu'il ne connaît pas de test. Donc pour commencer, on va essayer de tester un hook et on va tester ce hook useIncrement qui me permet d'incrémenter une valeur. Donc les tests, vous pouvez les écrire soit dans un fichier adjacent à votre fichier original, soit dans un dossier différent. Donc moi je vais choisir ici de créer carrément un dossier test dans lequel je vais créer un fichier useIncrement.test.js. Vous choisissez la convention qui vous va le mieux. À l'intérieur, je vais importer les différents helpers dont je vais avoir besoin provenant de Vite. Donc on va prendre describe, it et expect. Ensuite, je vais créer un groupe de tests. Moi je vais l'appeler ici directement avec le nom du hook que je souhaite tester. À l'intérieur, on va écrire notre premier test en lui disant « It should use the default value ». Et je vais exécuter ma fonction. Donc là, par défaut, si vous commencez à utiliser votre hook en dehors du contexte d'un composant, vous allez avoir une erreur. Si ici, par exemple, je fais un const, j'aimerais bien récupérer count en utilisant mon hook useIncrement avec une base de 0, rien que si je fais ça et que je réexécute mon test, je vais tomber sur une erreur. Il va me dire il y a un problème, je n'arrive pas à utiliser useState. Vous ne pouvez pas utiliser un hook en dehors du contexte d'un composant. Donc la librairie Testing Library va nous offrir une fonction qui va s'appeler renderHook, qui va permettre de rendre un hook en particulier. Cette fonction, elle prendra en paramètre un callback qui devra renvoyer une valeur. Et à l'intérieur de ce callback, vous pouvez utiliser un hook. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement utiliser mon useIncrement à l'intérieur. Et on va mettre même une base à 5 pour tester. Ce renderHook, il va vous renvoyer différentes choses et il va surtout vous renvoyer une clé result qui va contenir le résultat du hook. Cette clé result, ça va être un objet qui contiendra une clé courante avec la bonne valeur. Donc par exemple, si je veux vérifier que dans le résultat de l'appel à notre hook, on a bien count avec la valeur 5, je pourrais lui dire, il faut que tu regardes dans result, la propriété courante, et ensuite tu récupéreras count, et il faut que ça soit la valeur 5. Si j'essaie de réexécuter ce test, je vais tomber sur une erreur différente. Il va me dire cette fois-ci que document is not defined. Donc là, il essaie de faire appel à des API provenant du navigateur, et vu qu'on est dans un environnement Node.js, ça ne fonctionne pas. Donc dans le cadre de Vitest, il va falloir modifier un peu la configuration. Donc je vais modifier ici mon fichier vite.config.js, et on va rajouter une partie test. Et dans cette partie test, je vais rajouter une partie environment, et on va lui dire il faut que tu utilises JSDOM. Comme ça, il va utiliser JSDOM et dans ce cas-là, document sera défini. Alors là, il me sort quand même l'erreur, donc je vais couper les tests et les relancer complètement, histoire qu'ils prennent en compte justement la librairie JSDOM. Et on voit que ça fonctionne bien dans cette situation-là. Notre test fonctionne, on a bien la valeur du hook qui a changé. Alors maintenant, imaginons qu'on aimerait bien incrémenter la valeur et on s'attendrait à avoir la valeur 6. Donc je vais écrire un nouveau test, hop, et on va l'appeler It should increment. Donc je vais utiliser la même valeur de base, et par défaut, vu que dans result.courante, j'ai le résultat du hook, on pourrait être tenté de faire un result.courante et d'utiliser la méthode increment. Pourtant, si je fais ça, et que je lui demande que la valeur soit 6, il va me dire non, la valeur pour moi, elle est toujours à 5. C'est comme si ce hook n'avait pas été pris en compte. Effectivement, le hook va permettre de changer la valeur, mais c'est toujours dans le contexte d'un composant. Donc vous ne pouvez pas appeler votre méthode directement comme ça. Il va falloir utiliser un autre helper provenant de React Testing Library, c'est le helper act.
Donc à ce niveau-là, je lui dis act, donc agit. Attention à bien l'importer depuis Testing Library. Et à l'intérieur de cette fonction act, vous pouvez faire appel à votre increment. Donc là, je prends le résultat, je vais récupérer la valeur de mon hook et je vais lui demander de faire l'incrémentation. L'avantage du act, c'est que si la valeur à l'intérieur d'un état a changé, il va bel et bien le sauvegarder. Maintenant, si je lui demande de vérifier est-ce que la valeur à l'intérieur de l'état est 6, ça me renvoie bien true. Donc lorsque l'on souhaite tester des hooks, il faudra utiliser la méthode renderHook pour l'appel initial à notre hook. Et ensuite, si on souhaite utiliser une méthode qui est renvoyée par notre hook, typiquement un setter par exemple, il faudra l'entourer avec la méthode act. Et là, ça fonctionne bien. Si on rajoute un dernier petit test, j'ai envie de vérifier est-ce que la valeur respecte le maximum. It should not bypass max. Bon, c'est pas le meilleur nom. On va le dire que là, cette fois-ci, on a un max par exemple à 7. Je lui demande d'incrémenter plusieurs fois grâce à la méthode act et je m'attends pourtant à ce que la valeur reste à 7 à la fin. Et là, on a créé le test pour nos hooks. Donc c'est un hook relativement simple. Les tests peuvent être plus ou moins compliqués en fonction de la complexité de vos hooks, mais ça sera toujours la même manière de tester les choses. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment on peut tester le code de nos composants. Alors, on va prendre un composant en particulier. Ici, c'est un composant alert qui prend un type et ensuite qui nous renvoie cette structure HTML. Donc, dans ce cas-là, les tests de type snapshot sont plutôt intéressants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander à Vitest de générer le code HTML qui correspond à ce composant-là et de vérifier que ce code ne change pas. Donc, on va aller se créer un fichier de test. Moi, je vais le mettre encore une fois au même niveau et on va l'appeler alert.test.js. À l'intérieur, je vais faire un petit peu la même chose que tout à l'heure. Je vais importer describe, it et expect. Et ensuite, on va lui dire, je m'attends à avoir un test pour le composant alert. Et à ce niveau-là, on aura un petit test, it should render correctly. Alors dans ce cadre-là, on va avoir un petit problème, c'est qu'on va avoir besoin d'écrire du JSX. Et vu qu'on a besoin d'écrire du JSX, mieux vaut avoir une extension de fichier .jsx. Donc je vais renommer mon fichier alert.test.jsx. Dans le cadre de Vitest, il convertit ces fichiers-là, donc ça ne pose aucun problème. Maintenant, j'aimerais bien rendre ce composant. Donc pour cela, on va pouvoir utiliser la méthode render qui est offerte encore une fois par Testing Library. Cette fonction-là, elle va prendre en paramètre notre composant. Donc moi ici, je vais lui dire en enfant, je vais te donner une alerte et je vais te donner un type particulier, ça va être une alerte de type danger. À l'intérieur de cette alerte, je vais mettre ici erreur. Cette méthode render, elle va nous renvoyer encore une fois un objet avec différentes choses et on aura surtout une clé container qui contiendra l'élément dans lequel l'élément JSX a été injecté. Donc ce container typiquement va contenir une div. Si vous avez besoin de débugger un petit peu ce qu'il fait, vous pouvez importer en plus de render à ce niveau-là, vous pouvez importer screen. Et sur screen, vous avez une méthode debug qui vous montre le contenu. Donc là, je peux faire screen.debug. Si je sauvegarde, ça vous montre directement tout un élément et on voit bien notre div avec l'alerte. Donc typiquement dans le cadre de Vitest, ce qu'on peut le faire, c'est faire un expect, lui dire je te donne le container, je vais prendre le first child, le premier élément qu'il y a dans ce container, ça sera systématiquement une div, et ensuite je lui demande to match inline snapshot. Donc ça c'est une méthode qui est propre à Vite. Lorsque le test va être exécuté pour la première fois, il va mettre entre parenthèses le rendu HTML. Si je sauvegarde, on voit que le test est exécuté. Et si je reviens sur mon fichier, automatiquement, on a cette chaîne de caractères avec le contenu. Si jamais je venais à modifier le composant alerte et que j'oublie et je fais une petite typo, lorsque j'exécute les tests, il va me dire attention, le rendu ne correspond pas au snapshot que moi j'ai, et effectivement la valeur est différente, il manque un L ici. Donc ça me permet visuellement de comprendre assez rapidement ce qui s'est déroulé de manière incorrecte. On a aussi la possibilité d'utiliser la méthode toSnapshot qui va créer un snapshot dans un fichier séparé. Donc pour des composants simples, moi j'aime bien le inline snapshot, ça permet de le voir assez rapidement. Pour des composants plus complexes, ça peut être intéressant de séparer les choses. Un petit détail, vu qu'il interagit ici avec le JS-DOM et ce fameux document virtuel, il va falloir penser à nettoyer les tests entre chaque exécution. En effet, si vous ne faites pas le nettoyage, au fil du temps, en fait, à chaque fois qu'un composant est rendu, il va venir le rajouter encore et encore. Et vous allez vous retrouver avec un body contenant tous les éléments, ce qui peut créer des effets de bord qui ne sont pas forcément très pertinents. Donc dans ce cas-là, au niveau de notre configuration Vite, on va lui dire qu'on veut un fichier de setup. Donc on a un setup files. Et on va lui donner ici qu'un seul fichier que l'on va mettre dans le dossier test et on va l'appeler setup.js. Je vais aller créer ce fichier-là, donc dans le dossier test, je vais créer setup.js. Et à l'intérieur, je vais lui demander de faire un after each, ce qui va permettre d'exécuter les choses après chaque test. Et on va exécuter une fonction qui s'appelle cleanup, qui est une fonction qui proviendra de la librairie Testing Library. Alors il n'a pas voulu importer after each, donc je vais le mettre à ce niveau-là. Donc je lui dis
after each, ou vous pouvez le faire aussi before each, comme vous voulez, je fais mon petit nettoyage. Donc concrètement, ça ne change rien dans ce test ici, mais si vous aviez des tests avec des effets de bord, ça aurait un changement important. Dernier petit cas, c'est le cas où, par exemple, on a des interactions utilisateurs. On va s'imaginer que notre alerte a un état justement. On va avoir un const, show et toggle, et on fera un useToggle qui permet de faire passer une valeur de true à false. Et par défaut, c'est à true. Au niveau de notre système, on lui dira si on ne veut rien afficher, donc si différent de show, plutôt que de retourner du contenu, on retourne nul. Ensuite, au niveau de notre alerte, on va rajouter un petit bouton qui permettrait de fermer l'alerte. Ce bouton, on va lui mettre le texte fermé et on va rajouter dessus un event listener pour lui dire que quand on clique, on veut toggle. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais bien tester les choses. Déjà, on remarque une première chose, il nous dit que notre snapshot ne fonctionne pas. Effectivement, on a maintenant ce bouton-là. Dans le cadre de vitest, on peut appuyer sur la touche U pour mettre à jour notre snapshot. Dans notre test alert.test.jsx, on a maintenant le bouton qui a été rajouté. Donc là, on va faire un test d'interaction. Donc on va créer un nouveau test, it should close the alert on click. On va commencer par faire le render de la même manière. Donc là, on va reprendre ce code ici. Et maintenant, on va devoir lui dire de cliquer. Pour ce clic-là, on va avoir besoin d'une librairie supplémentaire qui est la librairie user-event. Donc je vais couper mon système de test et on va faire un npm install en dépendance de développement @testing-library /user-event. Une fois que c'est installé, je vais relancer mes tests et dans mon test ici, je vais utiliser la librairie user-event. Donc pensez bien à l'importer. Donc il n'y a pas besoin de lancer tout ça, juste comme ça. Sur cet objet user-event, on va avoir différentes méthodes qui correspondent aux différents événements qu'il est possible de lancer côté navigateur. Par exemple le clic, le double-clic, le hover, tout ça. Donc nous, on va simuler un clic et ça prendra en paramètre un élément. Pour cibler cet élément-là, on va pouvoir utiliser l'objet screen que l'on a importé tout à l'heure depuis Testing Library. Et on a tout un tas de méthodes qui permettent de sélectionner des éléments. Typiquement, moi je vais ici utiliser un getByText pour sélectionner l'élément qui a le texte fermé. En général, quand vous faites une sélection, c'est pas mal d'utiliser les getByText ou getByRole parce que ça permet de tester en plus l'accessibilité. On a bien un texte qui est affiché sur un bouton. Typiquement, les sélecteurs basés sur les ID ou les classes, c'est pas forcément tip-top. Cette méthode-là, elle va vous renvoyer une promesse. Donc je vais lui dire, attends d'avoir fini de cliquer et je vais rendre mon test asynchrone. Maintenant, je peux lui demander de retester un snapshot. Donc je vais reprendre le code que j'ai écrit tout à l'heure et je vais laisser vitest lors de la première exécution remplir les choses. Si je reviens à ce niveau-là, on voit que cette fois-ci, il s'attend à obtenir nul. Donc on s'attend à ne plus avoir de contenu à l'intérieur. Si jamais, pour une raison X ou Y, je venais à me tromper au niveau du code du composant, on aurait le système de snapshot qui permettrait de le détecter. Et globalement, lorsque l'on va tester des composants React, ça va être un petit peu toujours le même principe. On va charger notre composant avec des propriétés, s'attendre à ce qu'il ait une certaine structure. Donc moi ici, j'utilise le toMatchInlineSnapshot, mais on pourrait cibler un texte particulier ou un élément particulier et vérifier que sa présence est bien là. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le système de user-event pour simuler des événements et voir que notre composant se comporte correctement en fonction d'interaction utilisateur. Donc finalement, ça va être des tests qui vont être relativement naturels. Le principal problème que l'on va avoir, c'est dans le cadre où des composants utilisent des éléments provenant de l'extérieur. Par exemple, s'ils font appel à des providers et des contextes, ça va être plus compliqué à tester. Typiquement, on avait vu par exemple avec un système de routeur, si on veut simuler un faux routeur, il faudrait entourer notre composant d'un routeur généré à la volée. Dès que vous utilisez un contexte, si vous voulez contrôler la valeur que va envoyer ce contexte, il faudra entourer notre render à ce niveau-là d'un contexte particulier. C'est pour ça que plus vous utilisez des hooks qui consomment des contextes ou des stores globaux, plus ça va être compliqué à tester et à simuler. Un petit conseil d'architecture, si vous voulez vraiment penser vos composants pour les tests, c'est souvent de créer deux versions. Par exemple, si on s'imagine que le texte ici fermé, il est offert par un contexte. On pourrait s'imaginer que vous avez un const, on appellerait ça close label, et on appellerait ça use labels. Peu importe, ça n'existe pas dans le code de mon application. Là, le problème, c'est que quand vous allez vouloir tester votre composant, ça va être compliqué parce que, justement, vous allez avoir besoin de ce contexte qui fournit les labels. Là, c'est intéressant d'avoir, en fait, deux versions du composant. Vous pouvez avoir une version qu'on va appeler pure, qui, elle, recevrait toutes les informations dont il va avoir besoin. Donc, typiquement, on aurait le type, les children et le close label. Voilà, donc ça serait votre composant qui, lui, il n'utiliserait aucun contexte, quoi que ce soit. Et ensuite, vous aurez votre composant principal que vous appelleriez par exemple alert with context,
qui lui récupérerait les informations depuis le contexte et qui ferait appel à votre composant pur. Et là, à l'intérieur, vous retournez votre alerte en lui passant toutes les propriétés qu'il recevrait, et ensuite vous pouvez en plus utiliser les choses provenant du contexte. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez un composant qui est testable entièrement, parce que lui, il va tout recevoir en paramètres. Donc c'est en général un composant qui va être un peu plus pénible à utiliser. Et ensuite, vous auriez votre composant que vous allez réellement utiliser dans votre application, qui lui va pouvoir récupérer des données de différents contextes et les envoyer au composant pur. Donc ça peut être une bonne méthode de séparation si vous avez en tête de pouvoir tester vos composants facilement. Créer une version pure qui ne dépend pas de contexte extérieur, qui prendrait tout en propriété, quitte à avoir 3 tonnes de props en paramètres. Et ensuite, créer une version qui est basée sur le contexte, qui va depuis le contexte charger différentes valeurs, et ensuite les injecter à votre composant pur. Voilà, c'est une petite astuce, mais ça permet vraiment de vous simplifier la tâche dans les tests plus tard. Donc j'espère que cette petite vidéo vous servira. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a besoin d'utiliser les hooks, on va utiliser render hooks, et dès qu'on a besoin de tester les composants, on va pouvoir utiliser la fonction render et les user events pour interagir avec le composant. Donc j'espère que ce chapitre vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!